Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Adobe. Entreprise qui a été pas mal évoquée, que je connais, je l'ai eu en portefeuille il y a assez longtemps, on va en reparler, et elle corrige quand même de plus de 52% depuis début 2024. Et je voulais revenir dessus déjà parce qu'elle a été souvent évoquée. On avait fait une valorisation il y a quelques temps dans la communauté. On avait aussi des vidéos YouTube dessus. Donc voilà, on en a souvent parlé. Et je voulais revenir sur son entreprise parce que c'est une bonne leçon, on va voir. On va regarder tous les chiffres ensemble. Mais c'est pas que les chiffres. Il y a aussi pas mal de questions à se poser sur le qualitatif, etc. Parce que le narratif est très mauvais en ce moment sur cette entreprise et beaucoup d'autres entreprises à cause de tout ce qui se passe sur l'IA et des peurs qui sont répandues. Mais on verra, elles sont peut-être pas que répandues. On en reparlera pas mal en conclusion. Et donc, voilà le programme d'aujourd'hui. Aussi bien les chiffres, une projection, qu'un petit peu de qualitatif. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, je vous ai posté tout à l'heure une vidéo avec l'analyse de 5 entreprises, dont 3 qui m'ont été pas mal demandées, à savoir Alstom, Landbridge et Ferrari. Et on continue la liste. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès, en fait, au-delà de YouTube, à nos échanges, à une communauté avec pas mal d'investisseurs, mon portefeuille, mes principes, toutes les vidéos, les lives, etc. Eh bien, n'hésitez pas, c'est sans engagement, si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous simplement repasser sur YouTube. Et ben, je prends un immense plaisir à échanger avec vous tous et on avance beaucoup ensemble. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas concernant l'investissement, je vous partage ma vision des choses sur une entreprise et chacun au final prend ses propres décisions en investissement. Du coup, l'entreprise Adobe, c'est le leader mondial des logiciels de création et de gestion d'expériences numériques pour tout ce qui est la création, le marketing, etc. On va parler des outils qu'ils ont, ça va être encore plus simple. Ils ont Photoshop, Illustrator, que je connais aussi, que j'ai utilisé, Premiere Pro, montage vidéo, After Effects pour les effets vidéo, InDesign, c'est plus pour les catalogues, les magazines, Firefly aussi, qui a fait beaucoup parler, puisqu'ils essaient d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leur logiciel. Ils ont aussi évidemment Acrobat Reader pour les PDF, et ils ont aussi des outils pour la gestion marketing pour les entreprises. Et quand je m'y étais intéressé à l'époque, sachant que j'ai été sur l'entreprise de septembre 2022 à août 2023, j'en étais sorti à cause de la rationalisation. Vous avez ici les points d'entrée en bleu, je vous les ai mis au niveau de mon pointeur rouge ici à l'écran. Donc je la connais pas mal et je l'aimais beaucoup cette entreprise pour le business déjà en soi, qui était très rentable, qui avait des revenus récurrents, de la rétention au sein des entreprises. J'ai travaillé dans de la grosse multinationale où ben, quand les outils sont implantés, c'est assez dur pour la concurrence de venir proposer autre chose parce qu'il y a plein de règles de sécurité en IT, etc. Et cetera. Et donc c'était une très belle entreprise. Sauf qu'il s'avère que en ce moment, elle souffre du narratif autour de l'IA. Le fameux l'IA va détruire leur business ou les business avec des logiciels. Et est-ce seulement du narratif? Faudra se poser la question, on en reparlera. Aussi, c'est une entreprise qui est assez connue, qui m'avait intéressé à l'époque parce qu'elle fait partie des entreprises qui ont transitionné de la vente de logiciels vers la location de logiciels. Des autres noms célèbres qui l'ont fait, vous avez par exemple Microsoft, qui a fait ce transfert vers vente des CD Microsoft, Excel, etc., Word, à faire de la location avec Office 365. Et plein de raisons qui m'ont fait aimer cette entreprise. Je préciserai aussi que je connais bien leurs produits, parce que bah, je fais des vidéos YouTube. Donc Premiere Pro, je l'ai utilisé au début, et maintenant je suis passé chez DaVinci Resolve. Au niveau de Photoshop, j'utilise GIMP par exemple. Donc leur écosystème, je pense qu'il est très puissant sur les grosses entreprises, etc. Par contre, il y a de la concurrence, on en parlera en conclusion quand même, et bah, personnellement, je les utilise pas en ce moment, j'ai rien contre eux, mais c'est à noter. Et par exemple, j'ai des logiciels qui intègrent de l'IA. Je prends DaVinci Resolve, j'ai la version Pro, où j'ai acheté la licence une fois. C'est pas par abonnement, ça m'a plu. Et bah, pareil, ils intègrent tout le temps l'IA sur les sous-titres, la correction du son pour enlever les arrière-bruits, etc. Enfin, les bruits d'arrière-plan. Et il faut que Adobe le fasse aussi. Et je sais qu'ils le font notamment avec Firefly. Je sais aussi qu'ils ont des systèmes de sous-titres automatiques, etc. Parce que c'est vraiment, ça facilite vraiment la vie au travail, et on reparlera un petit peu de ça. Je vous passerai un passage d'une autre vidéo très intéressante à la fin de cette vidéo, où je parlais justement de toutes ces transitions que ces business doivent prendre. Mais avant de parler plus de qualitatif, et cette vidéo est assez complète, je vous le cache pas, je l'ai bien préparée, surtout que je savais que beaucoup parmi vous m'en parlaient dans le school, et on en reparlera lundi de tous ces business qui souffrent de l'IA. Je vous prépare une grosse vidéo pour lundi dans le school. Enfin bref, et je me suis dit, on va en parler aussi sur YouTube parce que c'est trop important, et ben, vous me l'avez été aussi nombreux à me le demander. Donc on va regarder les chiffres avant de repasser sur du qualitatif, et bon, cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est pas grave, j'ai noté beaucoup de trucs, j'ai pas mal travaillé le dossier. Simplement parce qu'il m'intéresse aussi. On attaque. Chiffre d'affaires sur 10 ans, on est sur du 17% de croissance annuelle composée. Cependant, il a ralenti récemment, je le sais, je l'avais vu. Vous voyez, en ce moment, on est plutôt autour des 10% là, sur les dernières années. Ça, c'est à noter. Business qui aura des marges brutes
élevé. C'est intrinsèque au logiciel, et c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Quand on a des boîtes industrielles où on a 15% de marge brute, c'est compliqué d'aller gagner de l'argent derrière. Là, c'est pas le cas. Au niveau des dépenses, ils passent pas mal en R&D, hein. Si vous voyez, je vous les mets face au chiffre d'affaires, ça pèse quand même, et j'aime voir ça, parce qu'ils investissent du coup dans les nouveaux outils, les outils de demain pour les rendre meilleurs, et ils passent aussi évidemment beaucoup en marketing, pour aller vendre ces logiciels, les forces de vente, il faut bien les payer. Mais il n'empêche que malgré ces dépenses, et il y a aussi un peu de capex, vous le verrez ici, mais ils sont quand même assez faibles par rapport au free cash flow. Ils ont assez peu de machines, etc. à acheter au final, donc c'est normal que les capex soient faibles. On se retrouve quand même avec des marges nettes et des marges sur flux de trésor, avec respectivement autour des 30% pour les marges nettes récemment et 40% pour les free cash flow. À noter qu'en termes de free cash flow, il y a quand même pas mal de stock-based compensation, donc de compensation en actions destinées aux employés, à la direction, etc., de l'ordre d'une vingtaine de pourcents des free cash flow. Donc si vous prenez, quand on ne les réintègre pas, donc les free cash flow sans les compensations en actions, on est déjà un petit peu moins élevé que si je vous les réintègre, et vous le verrez ici en bleu ciel et en marron. Donc ça, c'est à noter. Maintenant, je ne suis pas spécialement inquiet pour l'entreprise. Elle génère du cash, elle a des marges, la croissance est toujours là. On reparlera de cette croissance parce que est-ce que la croissance va toujours être là dans le futur s'ils se font prendre des parts de marché? C'est clairement la peur qui est répandue en ce moment sur ce genre d'entreprise, justement à cause du narratif autour de l'IA, qui est peut-être pas que du narratif, parce qu'il y a quand même vraiment des personnes, et je pense des entreprises qui vont se faire impacter par l'IA. Faut pas rêver. Ceux qui prennent le tournant en profiteront massivement, et ceux qui ne prennent pas le tournant en souffriront. C'est un petit peu ma conclusion, mais je vous en reparlerai. Je voulais regarder rapidement le cash, la dette, etc., voir qu'il n'y ait pas de gros soucis au niveau du bilan. Il n'y a pas de dette court terme, il y a un peu de dette long terme. Les free cash flow la remboursent en moins d'un an. À noter, évidemment, que ce free cash flow, il n'est pas spécialement consacré à ça en ce moment. Il est massivement consacré à du rachat d'actions. Ils font d'ailleurs du rachat d'actions. Ils n'ont pas assez de free cash flow pour le couvrir. Donc ils sont en train de taper, j'imagine, dans le cash. Ouais, regardez, 7,9, 6,6. Donc ils baissent les niveaux de cash et ils lèvent de la dette. Ok. Donc ça veut dire que la direction pense que l'entreprise est très sous-évaluée et ils rachètent massivement des actions. Mais vous voyez qu'ils en rachetaient clairement moins avant. Ça a accéléré. C'est pas quelque chose qui me gêne, c'est du retour sur investissement qui est fait pour les investisseurs, et en plus ça a des avantages sur la fiscalité. Mais je veux quand même les voir continuer à investir, ce qui est le cas, hein, puisque je vous ai montré la R&D de tout à l'heure, c'est pas négligeable. Et en plus, on sait qu'ils ont aussi, voilà, ils lancent Firefly, etc. Donc ils se battent là-dessus. Maintenant qu'on a dit tout ça, il n'y a pas d'énormes soucis sur les chiffres, et on va aller voir la valo ensemble. Mais pour info, juste, ils payent pas de dividendes, ils ont décidé de faire que du rachat d'actions. Je serais pas étonné qu'un jour ils se mettent à en payer un, surtout que sur l'entreprise avec des revenus récurrents, ça peut vraiment aider aussi sur le narratif et à avoir une meilleure valorisation. Donc ils pourraient peut-être se mettre à le faire, j'imagine, un jour. Je voulais vous montrer les valos, je vous avais fait la photo ici, elles sont très basses en ce moment. Vous voyez, sur le PER, on a une médiane sur 15 ans à 47, aujourd'hui on est à 17. Prix par rapport au flux de trésor, la médiane est à 30, aujourd'hui on est à 12,94. Si je réintègre pas les compensations en actions, on est à 38 en médiane contre 16, et sur les prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 9,40 en médiane contre 5 en ce moment. L'entreprise a clairement corrigé, et de 50, plus de 50%, et ça se voit dans les valorisations. Elles ont été très rarement aussi basses. On est d'ailleurs pas que très rarement, hein, excusez-moi, sur... alors j'étais depuis tout à l'heure depuis 2010. Si je nous mets depuis 2010 sur 15 ans, on n'est pas encore sur les plus bas, parce que le plus bas qu'on ait fait par exemple sur le prix par rapport au flux de trésor, c'est 9,71. Mais si je nous mets que sur 10 ans, alors que sur photo je m'étais mis sur 15 ans sur cette photo, si je nous mets que sur 10 ans directement sur le logiciel, on est sur des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais eu à la baisse. Maintenant, les niveaux de valorisation, les ratios de prix, ça ne regarde que le passé, et j'en reparlerai un petit peu dans le passage que je vous passerai en fin de vidéo. Ça ne regarde pas l'avenir. Et il y a certainement des entreprises qui ont des ratios de valorisation très bas en ce moment pour de très bonnes raisons, et c'est peut-être pas des opportunités s'ils se font disrupter, etc. Et vous avez certainement d'autres business sur lesquels ce n'est que des peurs, et ces ratios pourraient peut-être être une opportunité. Maintenant, si on fait une projection, pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir, au niveau des croissances, personnellement, je mettrais certainement autour de 7, 8, 9% en annuel composé, parce que j'aime bien être prudent. Donc je vais nous mettre à 8% en composé, pour essayer de faire une analyse assez conservatrice. J'aime bien faire ça, comme vous le savez. Que disent les analystes? On va regarder. Alors ils nous mettent en fin 2031 à 40 milliards de chiffre d'affaires, 2030 à 36,
Et moi, je suis en 2030 à 34,9, presque 35, et plutôt à 37 en 2031. Ouais, globalement, ils doivent être sur du 7-8%. Ils sont sur du allez, 7% de croissance annuelle composée, 7,5, 7-8. Le nombre d'actions en circulation et le rachat d'actions, je l'ai déjà rentré. Au niveau des marges, alors je vais projeter sous les free cash flow. J'aurais pu projeter sous les bénéfices, mais vu ce qui passe en ce moment comme cash sur le rachat d'actions, etc., je préfère le faire sur la trésorerie quand je le peux. Et au niveau des marges, elles sont belles et elles sont stables, vous allez le voir ici. On va certainement se caler entre 35 et 40. Allez, on va se mettre à 35. C'est ce qu'ils ont fait là, les mauvaises années ces dernières années. 35, 36. Je vais essayer d'être assez raisonnable. Vous pourriez même vous mettre à 30. Je crois dans une des analyses qu'on avait fait sur les bénéfices dans le school, on s'était mis à 30. Et au niveau de combien la payer, ben, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais mettre ce que le marché paye en ce moment, parce qu'il la paye pas cher en ce moment. Et il nous a mis à 13 fois les free cash flow, c'est très bas. J'ai envie d'être un peu généreux. Je pourrais peut-être monter. Alors, je pense que c'est un business sur le long terme. S'il fait la transition de l'IA, il sera payé plus cher par le marché. Parce que revenu récurrent, belle marge, si la croissance ne baisse pas, et ça va être un peu ma conclusion que je peux déjà commencer à vous faire, toute la question à se poser, ça va être que va faire ce chiffre d'affaires? Est-ce que les peurs vont être réelles et ils vont arrêter de prendre des parts de marché, voire en perdre? Et alors là, ben, les ratios de prix très bas auront été totalement justifiés, ou est-ce que ce ne sera pas le cas? Et ça va vraiment dépendre des actions que vont mettre en place l'entreprise. Bah, globalement, et ça c'est le passage que je vous mets, mais tout en fin de vidéo, vous le réécouterez, il est très intéressant, vraiment je vous recommande de l'écouter, parce que je parle aussi d'autres entreprises que Adobe, de CRM, de Dassault Systèmes, etc. S'ils arrivent à intégrer l'IA comme le font les concurrents, je vous ai dit chez DaVinci Resolve notamment, ils sont en train d'en mettre de partout, et ça m'aide énormément au quotidien. S'ils l'intègrent, ils vont en profiter, un truc de fou. Et s'ils le font pas, ça va être dur. Et ce sera, ben, c'est pour ça que ça fait ma conclusion, vous l'avez déjà, c'est que ça va être beaucoup du qualitatif et se poser des questions sur l'avenir de l'entreprise, bien plus que les chiffres. Et du coup, je repars sur les chiffres, j'ai fait les tangentes, mais c'est pas grave, il y aura très peu de code dans cette vidéo comme d'hab. Si je nous mets à 15 fois les free cash flow, ce qui est très peu cher payé, ça fait un prix à 300. Ah, on est un peu plus bas que ce qu'on avait fait dans le school, rappelez-vous, le mois dernier. On était à 300 et des poussières. Et elle a le cote à 304. Et si je paye ça 13 fois 12,94, plutôt dans les 260, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce à quoi je m'attendais, je le savais, parce qu'on l'avait déjà fait il y a un mois et demi. On en avait parlé ensemble quand elle avait fait un premier point bas. Je vais vous le retrouver sur le graphique. C'était là, vers ici, en novembre. Je vais zoomer un peu plus, vous allez le voir. C'était là, quand elle avait tapé ici, là, dans les 310, 320. Bref, la valo est basse, je peux pas le dire autrement, même en mettant des croissances faibles. Et même si vous voyez, même si je venais à baisser les marges à 30%, on serait toujours à 260 $, elle n'y est pas tout à fait. Et elle ira peut-être d'ailleurs, ne me faire pas dire ce que j'ai pas dit, cette entreprise, sur le court terme, je peux pas savoir où elle va aller. Elle est tellement prise dans un narratif qui n'est pas positif que ça peut bien évidemment encore baisser, mais ça peut aussi repartir, faites pas dire ce que j'ai pas dit, et je m'amuserai jamais à prédire sur le court terme où va une entreprise. Par contre, comme je l'écrivais la dernière fois, sur le long terme, une entreprise aura tendance à être valorisée sur un multiple du cash qu'elle va être capable de générer sur le long terme. Sur le court terme, c'est l'offre et la demande. Sur le court terme, comme le disait Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett, et Warren Buffett en parlait aussi, sur le court terme, le marché c'est une machine à peser, l'offre et la demande. Qui en veut, qui veut pas de cette action, combien elle coûte, et c'est un carnet d'ordre, hein, c'est l'offre et la demande. Et sur le long terme, c'est une machine à peser, on pèse le business, combien vaut-il? Et ce n'est plus une machine à voter. Analogie très intéressante. De toute façon, ces grands investisseurs ont dit des choses intelligentes, et j'aime bien apprendre d'eux, du mieux que je peux. J'essaie de rester humble, parce que si c'était si simple, tout le monde le ferait. Donc voilà, ce n'est pas un problème de valo, et ce qui va nous amener à la conclusion. Donc, est-ce que l'action m'intéresse? Bah, je l'ai eu en portefeuille à l'époque. Donc, je pense que vous avez une partie de ma réponse. Je l'ai eu de 2022 à 2023, j'avais pris ma plus-value. J'avais trop de lignes en portefeuille, donc le business, il me plaisait à l'époque, si je suis venu même à l'acheter. C'est pas un problème de valorisation pour moi, et selon les hypothèses que rentrera l'investisseur, évidemment, chacun se fera ses propres opinions, ne jamais copier le principe de quelqu'un, toujours se forger ses propres convictions, parce que si ça baisse après, c'est la panique. Donc vraiment, toujours faire le travail soi-même, en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend pour moi. Selon les hypothèses que vous rentrez, ouais, je mets 8% de croissance, un petit peu plus de marge. Enfin, globalement, pour moi, la valo, c'est pas un problème. Elle est pas chère sur le papier. Mais c'est bien plus une question de qualitatif. Et aussi, est-ce qu'on va être capable de traverser ce long passage de négativité
qui n'est peut-être pas d'ailleurs qu'un passage, s'il y a un vrai problème derrière, s'ils n'intègrent pas l'IA. Pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'on va intégrer de l'IA dans les logiciels de montage. Est-ce qu'un jour je pourrais faire clic droit, faire le montage pour moi de la vidéo, ou regarder quand est-ce que j'ai mal parlé pour couper, etc. C'est pas est-ce que, c'est quand et qui le fera. Pareil sur tout logiciel. On va y arriver un jour, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'ils vont le faire? Et si on est convaincu qu'ils vont le faire, après s'être posé toutes ces questions, est-ce que pendant le temps où le marché n'est pas convaincu, si la baisse continue, est-ce qu'on va réussir à gérer nos émotions et dormir sur nos deux oreilles parce qu'on a des convictions long terme? Ce que j'essaie de dire, c'est ne pas acheter à cause du graphique qui baisse en se disant ah ça va remonter, ça ne peut pas baisser plus, ou ah la valo est trop basse. Non, acheter parce qu'on a tout écrit noir sur blanc, et si ça baisse encore de 20-30%, ce qui n'est pas impossible, jamais dire jamais en bourse, est-ce qu'on saura tenir avec nos convictions? Parce que le nombre de business que j'ai eu en portefeuille qui ont été en moins-value pendant très longtemps avant de passer en plus-value, et c'est toujours le cas sur certaines de mes lignes, bah, si on n'a pas des convictions, et si on n'a pas écrit pourquoi on l'a acheté, ça peut être difficile à tenir. Maintenant, à titre perso, j'ai déjà beaucoup d'expositions à la tech et à l'IA en portefeuille. J'ai rien contre cette entreprise. C'est pas qu'un souci de valorisation, c'est aussi un problème que je me dois d'être diversifié. J'ai beaucoup de tech, comme vous le savez. J'ai des boîtes dans la tech qui ont explosé récemment en bourse. Pensez à Google, à Tesla, même dans d'autres secteurs. J'ai pas mal de boîtes qui ont pété en ce moment, à SML aussi, SofaX. Bref, on va pas passer tout le monde. J'ai pas mal de lignes, et c'est pour ça d'ailleurs que vu que j'ai pas mal de lignes en portefeuille, c'est dur pour moi de tout acheter. Et certains parmi vous, je le sais, sont en train de rentrer dessus. Si vous n'avez pas assez d'exposition à l'IA, si vous pensez que ça a une place dans votre portefeuille, et que vous posez les questions et faites votre analyse, moi je suis pas choqué par la valo du tout. Est-ce que l'entreprise va prendre le tournant de l'IA? Ça c'est une autre histoire, il faut surtout pas qu'il le rate. Et c'est pareil pour d'autres boîtes d'Assosystème, Salesforce, on a souvent parlé, Téléperformance aussi, pour laquelle j'ai quand même beaucoup plus peur pour des raisons assez intrinsèques, et puis ma vision des choses. Et donc voilà, est-ce que je suis inquiet pour Adobe? Pas spécialement, s'ils arrivent à mettre les bonnes actions en place. Est-ce que c'est complètement dérisqué? Non, je ne pense pas, comme aucun investissement ne l'est d'ailleurs. Je vous passe ce petit passage sur toutes ces actions que j'avais fait, et ensuite je vous retrouve juste pour vous souhaiter une bonne journée. Il ne faut surtout, surtout, surtout pas qu'il rate le tournant de l'IA, à mon avis, parce que s'il le rate, ça va mal se passer parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et pour moi, ce n'est pas une question de si. Tous les exemples que je vais donner, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand et qui. Bien sûr que l'IA va être intégrée en recherche et développement, dans l'ingénierie. La question, c'est qui le fera et quand. C'est pas si, à mon avis. Ma vision des choses que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Ensuite, voilà, ceux qui l'adoptent, ça va être très, très bénéfique. Et les autres, ouch. Faut pas qu'ils ratent le coche. Et les valorisations sont basses, du coup, à cause de narratifs. Mais c'est pas que du narratif. Parce que je pense sincèrement que y a des business où le chiffre d'affaires va commencer à ralentir, voire même baisser, et on commence à le voir sur certaines boîtes. Avant tout, c'est du qualitatif. C'est pas que les chiffres. Parce que les chiffres, si on les regarde, les valos sont basses. Adobe, médiane historique du prix par rapport au flux de trésor depuis le début, en gros, du mouvement de l'IA qu'on a eu quand ChatGPT est arrivé en octobre-novembre 2022, et puis après tout 2023, avec la fameuse peur du ChatGPT à tuer Google, c'est certain. Vous irez voir où est Google maintenant, quand je pense qu'à l'époque, on l'a chopé. Je crois que j'ai un prix de revient unitaire à 108 $, elle a passé les 300. Pareil, Salesforce, médiane historique sur les prix par rapport au flux de trésor à 24,98, on est à 17 en ce moment. Dassault Systèmes, on était à 32 en médiane, là, sur les 3 ans, on est à 21. Et TEP, 4,85 contre 2,55. Donc oui, les valos sont massacrés. Maintenant, c'est ce que je vous ai écrit en haut, elles sont basses historiquement. Enfin, ce ratio de prix, il les bat historiquement. Mais typiquement, là, on retrouve ce petit titre que j'utilise assez souvent, opportunité ou danger, mais on le retrouve dans toute sa splendeur. Parce que si je prends cette liste de 4 entreprises et on regarde dans 5 ans, je pense qu'il y en a pour qui ça aura été une opportunité incroyable que ces ratios de prix soient aussi bas. On ne connaît pas l'avenir, mais il y en a peut-être aussi où le ratio aura été bas pour de bonnes raisons. Et je vous laisserai méditer là-dessus parce que ce n'est pas des chiffres, c'est du qualitatif. C'est se poser les questions sur le business. Et je me les pose tout le temps. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je pense que certains vont prendre le coche, et je pense que forcément, il y en a qui rateront le coche. Donc voilà, on a fini avec Adobe, entreprise très intéressante, que j'ai eu en portefeuille, que j'ai apprécié, que j'apprécie toujours pour plein de raisons, qui passe un moment très difficile à cause de beaucoup de négativité, s'ils arrivent à prendre le tournant de ces outils, et ce n'est pas que du narratif. Parce que moi-même, j'utilise l'IA tout le temps, et j'utilise des logiciels concurrents d'Adobe, je vous citais DaVinci par exemple, qui intègrent de l'IA dans tous les sens. Il va falloir qu'ils le fassent. S'ils le font et qu'ils arrivent à, par exemple, le mettre en face d'entreprises, des entreprises qui utilisent leurs produits, puisqu'ils sont très forts dans le monde de l'entreprise avec les abonnements, etc., par utilisateur, s'ils arrivent à mettre ça en place et que la croissance, je vais vous remontrer,
ne ralentit pas. Bah, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois et je comprends que pas mal de monde rentre dessus. Je n'ai pas investi dessus à ce jour, sinon je vous l'aurais dit dans cette vidéo. Mais ne jamais dire jamais. Et si ça corrige encore, il y a un moment, tout a un prix. Et je pourrais peut-être rentrer dessus. Mais pour l'instant, je vais être patient. Et ça n'empêche pas d'en parler et de faire une belle analyse dessus. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée à tous.